de Zineb Redouane, qui est une petite mamie tuée par une grenade lacrymogène. C'est la fameuse grenade de désencerclement voilà, qui éclate en plusieurs morceaux. C'est une grenade lacrymogène qui est lancée par une arme de guerre qu'on appelle un lance-grenade Cougar. Ok. Voilà. D'accord. Et donc ça s'est passé en 2018. Voilà, c'est ça. Le 1er décembre 2018, il y avait une manifestation qui regroupait à la fois des gilets jaunes et des personnes qui avaient été victimes des effondrements de la rue d'Aubagne et qui protestaient contre le mal logement à Marseille. Et c'était une manifestation, il y avait beaucoup de monde qui se déroulait sur la Canebière. Dans le calme. La Canebière. Oui, mais dans le calme, la manifestation. Oui, dans le calme, d'après ce que j'en sais. Et il y avait une partie des manifestants qui étaient dans une rue, c'est une rue qui part en biais de la Canebière, qui s'appelle la rue des Feuillants. Et voilà, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de forces de l'ordre également. Voilà, il y avait une grosse mobilisation par rapport à ce problème récurrent sur Marseille, notamment du mal logement et des gilets jaunes. Donc et tout à coup, il y a un gendarme, c'est un gendarme ou un CRS? Alors de mémoire, c'est un CRS. Un CRS qui lance une grenade pour disperser la foule. Alors le principe des grenades lacrymogènes, normalement, quand l'arme est utilisée réglementairement, c'est de tirer vers le ciel, de façon qu'on appelle un lancement en cloche. La grenade, qui a un corps en plastique, libère des palets incandescents qui retombent au-dessus de la foule et qui libèrent des gaz lacrymogènes. Là, c'est l'utilisation normale de ce type d'arme. Mais on sait, on l'a déjà vu notamment sur Paris, que parfois, quand on a besoin, que les forces de l'ordre ont besoin d'atteindre des manifestants qui sont dans une rue étroite, les forces de l'ordre utilisent le lanceur Cougar en tirant sur les façades. Il y a déjà eu de multiples vidéos qui ont été faites où on voit des palais qui sont sur des balcons. Et il y a une vidéo qui est ressortie il n'y a pas longtemps. Il y a un groupe de jeunes qui regardaient la manifestation en étage et qui ont eu une grenade qui a été tirée sur leur façade. Bon, ils ont eu de la chance parce qu'en fait, dans leur salon, sont rentrés que les palais incandescents. Et donc, qui ont diffusé du gaz lacrymogène. Madame Redouane, elle n'a pas eu cette chance-là puisque la grenade a été lancée sur la façade pour rebondir et tomber au-dessus de la foule qui était rue des Feuillants. Mais comme elle était à sa fenêtre à ce moment-là pour fermer sa fenêtre et ses volets, eh bien elle se l'est pris en pleine tête. Voilà. Donc ça a été déterminé suite à une reconstitution qui a été faite par une société basée à Londres et un groupe d'information qui s'appelle Disclose, qui a repris tous les éléments qu'ils ont pu se procurer, les vidéos, etc., pour reconstituer exactement comment ça s'était passé. Donc il y a une action qui a été en justice, qui a été lancée. Alors, la famille a déposé plainte en justice. Alors la problématique, c'est que sur Marseille, d'après les informations qui avaient été données à l'époque, l'adjoint du procureur de Marseille était présent dans le groupe qui a procédé au tir de la grenade lacrymogène, mais il était là sans avoir déclaré sa présence à son chef, le procureur de Marseille, du moins le parquet de Marseille. Voilà. Donc la famille a rencontré de multiples problèmes localement. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dissimulées, qui ont été tues. Il y a par exemple le refus du groupe de policiers de transmettre les armes au parquet pour l'enquête, à l'IGPN. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées. Donc la famille, via leur avocat, a demandé le dépaysement de l'affaire qui est maintenant traité au parquet de Lyon. D'accord. Et c'en est où alors finalement maintenant? Alors, la procédure judiciaire, elle est toujours en cours. Ça va bientôt faire 3 ans maintenant qu'elle est en cours. Les événements nouveaux qui sont passés il y a une quinzaine de jours, c'est que en dehors de la procédure judiciaire, il y a une procédure interne à la police. Donc il y a l'enquête de l'IGPN qui avait été close, qui disait que le lanceur Cougar avait été utilisé réglementairement, qu'il y avait quand même un problème. Bon, ils ont essayé quand même de blanchir ceux qui ont attiré en disant bah voilà, ils étaient fatigués, la visibilité était pas bonne. Donc on peut s'interroger comment se fait-il qu'il y a des gens qui utilisent des armes de guerre dans une visibilité qui n'est pas bonne, ça pose quand même question. Et voilà, mais ils ont dit quand même que ça nécessitait quand même de passer en conseil de discipline. Donc il y a une demande de force de l'ordre qui devait être envoyée en conseil de discipline d'après l'IGPN.
Alors que les GPN, déjà en temps normal, ils sont très très cool, voire plus. Voilà. Mais là, c'est tombé comme ça, c'était vraiment trop flagrant. Et le directeur général de la police nationale a décidé, eh ben non, qu'il ne passerait pas en conseil de discipline, que toute sanction était donc n'avait pas lieu d'être. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre le côté juridique, qui a toujours lieu, et le conseil de discipline. Moi, le conseil de discipline, ça me rappelle quand j'étais gamin, quand au collège, il y a une bagarre dans la cour, on allait chez le proviseur, on passait en conseil de discipline pour échange de coups, et puis on était exclu 1 ou 2 jours du bahut, voire plus. Ben là, non. Là, Madame Zineb Redouane, 81 ans, a été tuée par les forces de l'ordre, et ça ne nécessite même pas le passage en conseil de discipline. Comme si c'était quelque chose qui était normal. Ouais, ça fait non, c'est scandaleux. On sait que de toute façon, ils sont régulièrement blanchis, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais là, ça fait même pas, c'est d'un tel mépris, c'est tellement méprisant cette attitude-là vis-à-vis de cette dame qui fermait tranquillement sa fenêtre, c'est méprisant vis-à-vis de sa famille, de ses enfants. C'est comme une broutille, c'est comme si ça comptait pas la vie de cette dame. C'est ça qui est complètement scandaleux. Bon, une sanction, elle aurait été certes peut-être très légère, voilà, mais il y aurait au moins quand même cette reconnaissance du fait. Après, il reste l'affaire judiciaire. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on considère que c'est pas grave. On l'a tué, mais c'est pas grave. Que va apporter l'affaire judiciaire dont tu parles? Alors là, je sais pas, parce que... Compte tenu qu'en fait, donc là, il a été complètement relaxé en fait. Il a été relaxé par la police. Alors que va faire la justice pour quelqu'un qui n'a même pas, pour deux policiers qui sont même pas passés au conseil de discipline? Je sais pas. Enfin, quand on voit les affaires précédentes, de toute façon, moi personnellement, je ne fais aucune illusion. Aujourd'hui, on peut être mutilé, blessé, éborgné, enfin tué même. Ça passe comme une lettre à la poste. La justice, elle. Voilà, c'est pas. Par contre, la justice pour les gilets jaunes, c'est pas du tout la même. Là, oui. Alors là, la justice pour les gilets jaunes, ça tombe sévèrement, cinglant, c'est tout de suite, et voilà. Alors moi, j'espère que la famille obtiendra justice, que les 2 policiers en question seront sévèrement punis et condamnés, comme ils méritent. Voilà, parce que quand on tue quelqu'un, c'est pas banal, c'est pas. Voilà, on l'a pas. Et enfin voilà, j'espère, mais bon, malheureusement. Quel âge avait cette dame? 80 ans. Zineb Redouane est donc morte, tuée, au lieu de mourir de ce beau jour de vieillesse, dans la sagesse qu'elle possédait, à 80 ans. Donc ça veut dire qu'on peut très bien, n'importe où, ouvrir sa porte, sa fenêtre, sortir d'un magasin, parce que je rappelle quand même qu'il y a un adolescent qui sortait d'un magasin au sport avec une veste, il était tout content, il s'est pris un tour de LBD qui lui a arraché la moitié de la joue, quoi. Voilà, on peut être livreur, être sur un scooter et mourir. On peut aller dans une fête, en bord de Loire, danser, tomber à la Seine suite à une charge de police et puis mourir. Voilà, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui se croient à l'abri, non, ils ne sont pas à l'abri. Ils sont à l'abri aujourd'hui, mais ils ne seront peut-être pas demain. Voilà, les forces de l'ordre utilisent des armes de guerre. Oui, tout à fait. Oui, c'est des armes considérées comme armes de guerre. Il y a eu d'ailleurs quand même beaucoup de démarches qui ont été faites par les Gilets jaunes et notamment sur la reconnaissance. Il y a la Cour européenne de justice, il y a l'ONU, voilà. Mais oui, c'est considéré comme arme de guerre. Voilà, donc en France, on tire sur des manifestants qui expriment leur position avec des armes de guerre. Alors il n'y a pas qu'en France, parce que la France est quand même une grande exportatrice d'armes de guerre, létales et d'armes de guerre non létales, puisqu'elles sont classées comme non létales. Donc grâce à la France, il y a un certain nombre de manifestations qui sont réprimées dans le monde, de Made in France, quoi. Voilà. Grâce au gouvernement, grâce au pouvoir en place. On dirait presque que c'est fait exprès, du coup, pour faire peur aux gens, les empêcher finalement de venir aux manifestations, à toute forme de contestation. Alors la stratégie de la peur, oui, c'est ce qui est mis en place, parce que aujourd'hui, quand on part en manifestation, on prend des risques. Et il y a bon nombre de personnes que je connais qui disent, moi je n'ose plus aller en manifestation parce que j'ai peur d'être blessé, j'ai peur d'être mutilé. Voilà, c'est la stratégie de la peur. C'est clair, ça fait partie c'est une stratégie bien voulue, bien pesée, bien mise en place. Voilà, donc
effectivement. De toute façon, quand on est gilet jaune, on a côtoyé dans les multiples manifestations en 3 ans bon nombre de gens qui ont été blessés, qui ont été mutilés. Et le nombre de blessés, grâce à David Dufresne qui a mis en avant toutes ces blessures, mutilations, grâce à Allo Place Beauvau. D'ailleurs, un grand remerciement à lui, parce que sinon on n'aurait peut-être pas réussi à savoir et à faire savoir le nombre de gens qui étaient mutilés, blessés, et les choses qui se sont passées. Mais voilà, on est quand même dans un pays. Moi j'ai vécu la mort de Malik Oussekine, qui a été tué par des voltigeurs à l'époque. Je me rappelle, dans les jours qu'on suivi, le week-end qui a suivi, il y avait quand même 500 000 personnes dans les rues pour manifester contre les violences policières. Il y avait une personne qui avait été tuée. Aujourd'hui, en France, on tue, on mutile, on blesse, puis on regarde autour de soi, là, il y a très peu de gens qui se bougent. C'est devenu normal, malheureusement c'est accepté. Alors déjà, les médias mainstream ne font pas leur boulot tel qu'ils devraient faire par rapport à ça, mais ça a l'air d'être... c'est normal aujourd'hui de manifester en France et de perdre la vie, d'être mutilé, blessé. Alors c'est très très inquiétant pour ce qui est à venir. Mais d'un autre côté, l'État se prépare, l'État se renforce. Ouais. Même en plein Covid, quand même le nombre de munitions achetées, les véhicules blindés, les lanceurs LBD, on n'a pas d'argent pour l'hôpital public, mais on a d'argent pour envoyer les gens à l'hôpital public en les blessant et les mutilant. C'est un choix clairement fait. Voilà. Clairement répressif. Clairement, tout à fait. Ça fait partie d'une stratégie qui est mise en place. Merci Jean-Luc. De rien.